Bienvenue à toi, égaré des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit ? Alors on commence tout de suite. Dans ce premier épisode, je vais te raconter la vie de Sophie Brahe, astronome, horticultrice, chimiste et généalogiste qui a vécu au XVIe siècle dans le royaume du Danemark. Sophie naît à la fin des années 1550 sans qu'une date précise ne puisse être établie. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle est la cadette d'une famille de 8 enfants, dont le plus célèbre est l'aîné, Tycho Brahe, que les plus férus d'astronomie connaissent sûrement. Les Brahe sont une famille noble danoise qui vivait en Scanie, province devenue depuis suédoise, dans le château de Knutstorp. L'histoire de Sophie ne peut être dissociée de celle de son frère Tycho, tant leurs deux destins sont intimement liés. Tycho, âgé d'une dizaine d'années de plus que sa sœur, la fascine. Lorsqu'il rentre de l'université et de ses voyages d'observation en 1571, la jeune Sophie le supplie de lui enseigner l'astronomie et la chimie. D'abord réticent d'enseigner les sciences à une jeune fille noble dans une société très conservatrice, Tycho accepte finalement. Les deux frères et sœurs observeront ainsi ensemble la supernova de 1572 et l'éclipse de lune du 8 décembre 1573. Mais leur destin se sépare quand, en 1576, Tycho se voit offrir par le roi du Danemark la jouissance de l'île de Hven en tant que seigneur et de vastes moyens financiers pour y bâtir le plus grand observatoire de la Renaissance. Le domaine qu'il y construit devient Uraniborg, temple des sciences, alors qu'en 1579, Sophie est contrainte de se marier à Haute Tot, un noble de 15 ans son aîné. Le couple s'installe dans la propriété d'Haute à Eriksholm, et en 1580, Sophie accouche de son seul et unique fils, Tage. Mais Sophie ne renonce pas aux sciences pour autant, et rend régulièrement visite à son frère sur l'île d'Uraniborg. Lorsque son mari meurt prématurément en 1588, elle jouit pleinement du domaine d'Eriksholm, où elle fait installer le jardin le plus prestigieux de Scandinavie selon ses contemporains. Elle fait également construire un laboratoire d'iatrochimie, l'ancêtre de la pharmacopée moderne, et fabrique des médicaments à base de plantes pour ses proches et les pauvres des villages voisins. Mais depuis la mort de son mari, Sophie passe surtout de nombreux mois à Uraniborg, où elle devient l'assistante de son frère. Celui-ci déclarera plus tard dans ses mémoires que l'influence de Sophie sur ses travaux a été considérable, allant même jusqu'à la comparer avec Uranie, muse de l'astronomie. Pendant près de 10 ans, la scientifique l'assiste, mais ne peut jamais co-signer le moindre article avec son frère, son sexe l'en empêchant. À Uraniborg, Sophie fait la connaissance d'Éric Lange, alchimiste qui se dédie à la transformation des métaux lourds en or. Ils tombent amoureux et se fiancent en 1590, malgré la désapprobation de leurs deux familles. Seul Tycho soutient leur union, bien qu'il désapprouve les travaux d'Éric. C'est d'ailleurs ceux-ci qui vont précipiter Sophie à sa perte. Véritable gouffre financier, l'alchimie d'Éric le pousse à pratiquer les jeux d'argent. En 1592, il est si endetté qu'il doit fuir vers l'Allemagne où ses addictions empirent. Sophie, désespérée, parvient à voler quelques entrevues avec son amant en Allemagne dans les années qui suivent. De cette relation passionnelle et impossible, Tycho et elle tirent un grand poème en 1594, Urania Titani, une lettre d'Uranie à Titan qui évoque la distance, l'astronomie et la chimie. En 1599, Tycho est contraint d'abandonner Uraniborg, car le nouveau roi du Danemark refuse d'alimenter les frasques de l'astronome qui y mène grand train. Celui-ci sombre dans la dépression alors qu'il se réfugie sur le continent. Il meurt finalement dans des circonstances mystérieuses à Prague en 1601. Sophie, anéantie, ne cessera de crier à l'assassinat de son frère, même si des études sur ses ossements, des siècles plus tard, ont démenti tout soupçon d'empoisonnement. Finalement, Sophie rejoint Éric Lange dans le Holstein en 1602, où il se marie enfin. Sophie dilapide toute sa fortune pour éponger les dettes colossales d'Éric, et le couple vit dans une grande pauvreté pendant 11 années, jusqu'à la mort d'Éric en 1613. Sophie, veuve une seconde fois, rentre au Danemark où elle s'établit à Elseneur. Elle y meurt 30 ans plus tard, à plus de 80 ans. Pendant les 3 dernières décennies de sa vie, elle se consacre à la généalogie et à la chimie. Elle est l'autrice d'un traité en danois sur la pierre philosophale, aujourd'hui perdue, qui prenait la forme d'une correspondance entre Uranie et Diane. Clin d'œil aux travaux de son frère, à Uraniborg et à la passion de son mari pour l'alchimie. En 1626, elle publie son œuvre principale, un manuscrit de 900 pages consacré aux grandes familles de la noblesse scandinave.
Son travail considérable en généalogie marque la discipline, notamment grâce à la méthodologie minutieuse d'usage des ressources qu'elle développe. Aujourd'hui encore, son travail fait référence auprès des historiens scandinaves. Voilà comment naissent et meurent les étoiles. À l'image de Sophie, de nombreuses femmes à travers l'histoire ont œuvré dans l'ombre, petites mains décisives dans de nombreux domaines, grands cerveaux sacrifiés sur l'autel des découvertes scientifiques. Aujourd'hui, on parle d'effet Mathilda quand le fruit de la recherche scientifique d'une femme est minimisé ou attribué à ses collègues masculins. Mais à travers l'histoire de Sophie Bras, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine!